Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer les activités de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances, créée en 1999 pour souligner le 21 mars, Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, proclamée en 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies. La Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances, nommée SACRE, coordonne des activités très variées pour rapprocher tous les Québécois et Québécoises et lutter contre les différentes formes que peut emprunter l'intolérance dans notre société. Le principal objectif de la SACRE est de favoriser le rapprochement entre tous les Québécois et Québécoises. Durant l'année écoulée, les démunis de notre société ont ressenti plus fortement que la majorité les répercussions de cette pandémie, qu'il s'agisse du taux de contamination, de la perte d'emploi ou de l'abandon de projets. Par exemple, les jeunes enfants de familles défavorisées qui ne bénéficiaient pas de la connexion Internet, dont le logement est exigu, ont pris plus de retard en lecture et en écriture que les autres. Les sans-papiers, n'ayant pas d'autre choix que de travailler par l'intermédiaire d'agences, ont été particulièrement victimes de la COVID et ont, par le fait même, beaucoup contribué à sa propagation. So we are here today to kickstart the activities of the week of action against racism and for the equality of chances. Many activities and events will take place during this week to bring all Quebecers together and fight all forms of racism and discrimination. Je tiens à remercier la présence de nos dignitaires et j'aimerais maintenant céder la parole à la mairesse de la ville de Montréal, Madame Valérie Plante. Merci beaucoup, Madame Mahala, pour cette introduction. Et permettez-moi de saluer nos invités qui, plusieurs d'entre eux, prendront la parole tout à l'heure. Tout d'abord, Monsieur Samir Zouberi, qui est le député de Pierrefonds-Dollard. Monsieur Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la lutte contre le racisme. Ma collègue du conseil municipal, Mme Cathy Wong, responsable de la lutte au racisme et aux discriminations au comité exécutif. Monsieur Lionel Pérez, chef de l'opposition officielle. Mme Mary Annaberg, vice-présidente de Femmes autochtones du Québec. Mme Bushra Manaï, commissaire de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques de Montréal. Monsieur Souleymane Guissé, commissaire président du Conseil interculturel de Montréal, Monsieur Franz Voltaire, président de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances, ainsi que Madame Samira Laouni, coordonnatrice de cette 22e édition. Alors évidemment, comme l'ensemble de mes collègues, je suis très heureuse d'être avec vous pour le lancement de cette 22e semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. C'est une semaine qui est importante et malgré la formule virtuelle, eh bien, c'est une programmation très, très riche qui est prévue cette semaine. Justement, je me rappelle que l'année dernière, à peu près au même moment, on entrait, c'était le début de la COVID et nous avions dû annuler la plupart des activités qui habituellement se font entre nous. C'est un moment important où on se rassemble, où est-ce qu'on partage également de bonnes pratiques et où il y a une quantité d'activités. L'année dernière, ça n'a pas eu lieu et donc je me réjouis vraiment et je remercie les organisateurs de cette semaine importante d'avoir fait une formule virtuelle. Maintenant, permettez-moi de revenir sur certains éléments sur la dernière année et l'impact sur les questions de discrimination et de racisme dans notre société. Définitivement, l'année a été difficile d'un point de vue de santé, je dirais morale et physique avec la COVID, mais il y a également eu des grandes prises de conscience. Je pense, entre autres, au décès tragique de M. George Floyd au sud de la frontière, mais également de Joyce Echaquan, tout près de nous dans la région de Joliette. Et ça a démontré qu'il existe réellement, malheureusement, bien sûr, du racisme et des discriminations au sein de nos institutions. Alors, pour nous, il était très important à la Ville de Montréal d'agir sur ces questions. D'ailleurs, l'année dernière, lorsque nous avons reçu le rapport de l'OCPM sur le racisme et les discriminations systémiques, nous avons,
Lors de cette consultation, énormément de gens ont participé et de groupes pour justement partager leur expérience et leur compréhension de ces enjeux. L'OCPM a donc fourni un rapport contenant 38 recommandations pour rendre la Ville de Montréal plus juste et inclusive. Et de par les premières recommandations de ce rapport, je tiens à mentionner la première qui était de reconnaître l'existence du racisme et des discriminations systémiques dans la ville, à même les institutions. Et c'est avec plaisir qu'en juin 2020, ça fait pas un an, mais presque, que le conseil municipal a voté à l'unanimité pour reconnaître, pour faire entériner cette première recommandation de l'OCPM. Suite à ça, notre administration a également choisi de mettre en place le bureau de la commissaire à lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Et je tiens d'ailleurs à saluer notre collègue, Mme Bouchra Manaï, première commissaire de ce bureau. C'est une première historique et la commissaire et son bureau auront beaucoup de pain sur la planche, mais l'idée est de continuer à mettre de l'avant, d'analyser et de voir comment on peut mettre en application les recommandations de l'OCPM. La troisième recommandation de ce grand rapport demandait de nommer une responsable politique et c'est avec grand plaisir que ma collègue Cathy Wong a accepté de prendre ce dossier au sein du comité exécutif. Et donc, je la remercie et bien sûr, Cathy, Mme Wong fait un travail, un travail rigoureux pour pouvoir amener les problématiques de racisme et des discriminations systémiques à l'avant-plan lorsque l'occasion se présente. Alors aujourd'hui, je me permets de vous annoncer en primeur que nous sommes en voie de compléter la 4e recommandation du rapport de l'OCPM. En effet, au conseil municipal, la semaine prochaine, nous allons déposer les modifications à la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Nous allons répondre entièrement à la recommandation numéro 4 qui demande d'élargir et d'actualiser la portée de la Charte en modifiant l'article 16I pour être très précise, pour qu'ils intègrent la reconnaissance du caractère systémique et intersectionnel des formes de discrimination et en ajoutant l'endossement de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones au préambule. Alors, on va même encore un peu plus loin que la recommandation de l'OCPM en incluant les discriminations fondées sur l'identité et l'expression de genre, la lesbophobie, la transphobie et le capacitisme parmi les formes de discrimination que nous combattons tous ensemble, tous et toutes ensemble. Et alors, je vous dirais que c'est un pas qui est majeur, ça démontre la proactivité, la nécessité de s'interroger individuellement, mais de façon également systémique, de réfléchir à le rôle de nos institutions dans cette lutte face aux discriminations et au racisme systémique. Alors, très heureuse de vous partager cet élément et pour vous dire que que ce n'est que le début et qu'on va continuer à travailler très fort en ce sens-là pour qu'ensemble, on puisse garantir à tous et à toutes un milieu exempt de racisme, de discrimination, quel que soit, basé sur tous les éléments que je viens de vous mentionner. Alors, encore une fois, bravo aux organisateurs et on a bien hâte de voir ce que vous nous avez concocté, pardon. Mais c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci, Madame Plante. Je passe maintenant la parole à Monsieur Samir Zouberi, député de Dollard-des-Ormeaux. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. J'aimerais remercier Samira pour cette invitation. Je suis ici au nom comme membre du gouvernement. Malheureusement, le ministre fédéral de la diversité et l'inclusion, Bardish Chagger, wasn't able to join us today. But I want to share some words nonetheless. This is a very important event, and this week is very important. The idea of combating racism and discrimination is extremely critical. And I want to thank all those who are taking a moment to share words, all those who are attending and watching, because you're all part of the process. It's not only government that is going to solve the issue of racism and discrimination. It's all Canadians, Montrealers, and Quebecers together who will make this happen.
We need your help and your support. But what can we do as government? We have recognized at the federal level that systemic discrimination exists. It is real. It exists within our institutions. It's something we must acknowledge and combat head on. We know that there are many different forms of discrimination. There is discrimination towards Indigenous people. And while I'm speaking about Indigenous people, I want to take a moment to acknowledge that we are an unceded territory in Montreal. Most of us here are Montrealers or from the Montreal region. We are an unceded territory of the Kahnawake people. We are all have immigrated to this continent, to this country at some point in time. Our roots are from elsewhere, but we continue to address discrimination. So there's anti-Asian discrimination we know has increased 700% during the period of COVID. This must be confronted. There's anti-Semitism, there's Islamophobia, there's discrimination towards LGBTQ people, there's discrimination, anti-Black discrimination, which was live during the summer months during COVID. These are things we must address. And I'm really happy that the Minister Charette is here with us today. And Le Ministre Charette, I actually grew up, I went to school in Two Mountains, so I saw just prior to seeing you here that you're the député de Montagne. Donc, je suis heureux que vous êtes ici avec nous pour parler sur ce très important thème. I'd like to thank the mayor for her words, the opposition leader, Lionel Perez, for being here, and everyone for joining us. Merci. Merci beaucoup pour ce mot, M. Zouberi. J'aimerais maintenant inviter M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la lutte contre le racisme, à prendre la parole. Merci, Mme Mala. Très apprécié. Un réel plaisir d'être avec vous. Et comme le disait la mairesse Plante, on se résigne à échanger ensemble à travers nos écrans, défaut d'être en personne, mais c'est un plaisir. Donc, cher dignitaire, bonjour. Monsieur Zouberi, content d'apprendre que vous avez eu le privilège d'aller à l'école à Deux-Montagnes, une région que j'affectionne particulièrement. Donc, et un jour, j'aurai le plaisir de vous rencontrer aussi en personne, assurément. Donc, très, très heureux d'être parmi vous et de prendre part à cette 22e semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Le 24 février dernier, le premier ministre du Québec, M. François Legault, m'a fait l'immense honneur et privilège de me confier l'importante responsabilité de la lutte contre le racisme. Enfin, pour la première fois au Québec, c'est réellement une première, un ministre a la responsabilité de lutter contre un enjeu sociétal qui nous concerne tous, le racisme. Et cette lutte contre le racisme est nécessaire plus que jamais. Le temps est maintenant à l'action. La création de cette responsabilité témoigne de notre volonté d'agir et envoie également un message clair à toute la population. Le racisme au Québec, c'est tolérance zéro. Ma participation à cet événement annuel se veut l'un de mes premiers engagements d'ailleurs publics dans cette fonction. C'est donc avec honneur et empressement que j'ai accepté de me joindre à vous pour souligner le début de la semaine d'action contre le racisme. Le thème de cette année porte sur le racisme à l'ère du numérique, un thème qui prend toute son importance en ces temps plus difficiles où l'on remarque une polarisation marquée des débats sur les médias sociaux, ce qui apporte malheureusement son lot d'insultes et d'injures raciales, d'intimidation, de propos tout simplement inacceptables. Peu importe la forme qu'il prend, même virtuel, le racisme est hautement dommageable pour les personnes qui en sont victimes et le racisme vient s'attaquer à ce qu'on a de plus précieux en soi, la dignité humaine. Lorsque la dignité humaine d'une personne est attaquée par un geste raciste, c'est toute la société dans son ensemble qui est aussi touchée et minée. Au cours des derniers mois, des drames terribles, certains en ont fait allusion, notamment la mairesse il y a quelques instants, ont eu un impact sur nous tous, nous ont tous affectés. Aux États-Unis, bien sûr, la mort de George Floyd a suscité un vaste mouvement auquel le Québec n'est pas resté indifférent.
Plus récemment, tout aussi malheureux, le Québec a été bouleversé par la mort de Joyce Echaquan, cette femme atikamekw décédée à Joliette après avoir enregistré un témoignage du racisme qu'elle avait subi. Et malheureusement, plusieurs autres tristes histoires ont été entendues ces derniers jours sur le racisme. Et ces drames d'ici et d'ailleurs ont remué énormément de gens et avec raison. Donc, le Québec est réputé pour être une société accueillante, ouverte et inclusive, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme. Il y en a et on doit le dénoncer. On doit également le répéter et s'y attaquer à chaque occasion. Donc, en juin 2020, le gouvernement du Québec plutôt a créé le groupe d'action contre le racisme, co-présidé par mes collègues Nadine Giraud et Lionel Carman. Ce groupe a déposé un rapport en décembre dernier qui recommande une série d'actions concrètes à privilégier afin de faire bouger l'aiguille, pour reprendre une expression qu'ils ont souvent utilisée. C'est un rapport qui s'attarde aux personnes qui sont au Québec les plus vulnérables au racisme, soit les membres des minorités visibles et de communautés autochtones. C'est également un rapport qui mise sur une action diversifiée dans plusieurs domaines, soit les services publics, l'emploi, la sécurité, la justice, le logement et l'éducation. L'objectif de ces actions est de jouer un rôle décisif dans la vie des gens. Ma nomination comme ministre responsable de la lutte contre le racisme compte parmi les premières recommandations du rapport auquel le gouvernement a rapidement donné suite. C'est un geste fort et un levier considérable pour pousser encore plus loin les initiatives diverses déjà engagées par de nombreux ministères. C'est aussi une position privilégiée pour renforcer la cohérence de l'action gouvernementale en cette matière, car nous partons pas de zéro, tout de même, heureusement, et l'un des objectifs consiste à miser sur les fondations solides déjà en place. Je suis déterminé à donner suite avec la collaboration de mes collègues aux 25 recommandations contenues dans le rapport du groupe d'action contre le racisme d'ici l'automne 2022. D'ailleurs, nous avons déjà eu des échanges constructifs et je sais que certaines démarches connaîtront plutôt leur concrétisation très rapidement. Comme l'ont mentionné à plusieurs reprises mes collègues du groupe, l'heure n'est plus aux longues études et aux analyses, mais à l'action. Il est temps de poser des gestes concrets qui vont nous permettre des progrès vers l'idéal que nous chérissons tous, soit une société sans racisme. Et le but de cette lutte, c'est l'affaire de tous les Québécois, de toutes les Québécoises, car la solution est en chacun et en chacune d'entre nous. Mais j'ai intimement la conviction qu'il faut chasser cette croyance selon laquelle la solution repose uniquement sur l'autre ou qu'elle n'appartient qu'à l'État. Oui, le rôle de l'État, et M. Zuberi le mentionnait tout à l'heure, est fondamental, mais entre autres, il doit, oui, donner l'exemple, mais il est faux de prétendre là, que seul l'État peut intervenir. Le racisme se nourrit de préjugés, de silence, d'inaction, mais surtout d'ignorance. S'il est tantôt subtil, tantôt direct, le racisme demeure dans tous les cas profondément offensant et qu'il est de notre responsabilité collective de ne pas le tolérer. Je suis donc très heureux que cette semaine d'action contre le racisme mette de la lumière sur cet enjeu, puisque la sensibilisation et l'éducation font certainement partie des outils les plus efficaces pour lutter contre ce phénomène. Je nous encourage collectivement à profiter de cette semaine comme d'un moment de réflexion, d'échange et de sensibilisation aux valeurs démocratiques de notre société, ainsi qu'à l'importance des rapprochements et des contacts interculturels. Soyons conscients de la richesse que cette diversité nous apporte et célébrons-la comme il se doit. Merci. Et c'est un plaisir d'être avec vous pour cette belle rencontre aujourd'hui. Merci, M. Charette. J'invite maintenant M. Lionel Pérez, chef de l'opposition officielle de la Ville de Montréal, à prendre la parole. Bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation de pouvoir participer à cet important lancement. D'abord, évidemment, bonjour Madame la mairesse Valérie, Monsieur le député fédéral Samir Zuberi, bonjour Samir, Monsieur le ministre Charette, bonjour Benoît, bonjour à ma collègue Cathy Wang également, ainsi qu'à tous les dignitaires. C'est réellement un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui
pour justement décrier haut et fort, ensemble, collectivement, comme quoi le racisme n'a pas de place dans notre société. C'est peut-être une évidence, mais on a besoin de le rappeler. Parce que même dans notre société qui est ouverte, qui est tolérante, où on a les tribunaux, où on a nos chartes, où on a la commission des droits de la personne, où on a des conseils qui déclarent, qui étudient, qui confirment qu'effectivement nous sommes une société ouverte et tolérante, il y a malheureusement toujours des enjeux de racisme et d'inégalité. C'est quelque chose sur lequel on doit travailler ensemble, collectivement, sur les faits que si justement, même dans des sociétés qui, dans le passé, dans notre histoire, nous ont appris comme quoi ils étaient cultivés, éduqués, que malheureusement, les pires atrocités ont pu se prévaloir, même dans ces temps et dans ces sociétés dites évoluées. Donc, c'est une occasion de se souvenir et de se rappeler que même dans des grandes sociétés, il y a malheureusement des cas de racisme. Il y a des problématiques structurantes. Et malheureusement, la peur fait ressortir très souvent ces préjugés, ces stéréotypes, cette haine. Ça a été mentionné par certains d'autres interlocuteurs que malheureusement, avec la pandémie, il y a eu une augmentation incroyable et effroyable, notamment des cas contre les communautés asiatiques, mais pas seulement contre les communautés asiatiques. Donc, on a des défis. Nous avons des défis sur les aspects de racisme, mais également sur tout ce qui est connexe à la vie au quotidien, que ce soit dans le logement, que ce soit dans les emplois, que ce soit à l'accès, dans certains cas, à certains services. Et on n'a pas besoin de voir que les actualités au cours de les dernières années, mais également au cours des derniers jours, comme quoi il y a ce rappel qu'il y a effectivement des cas très spécifiques de racisme. On a également des inégalités structurantes et systémiques qui ont été reconnues dans le passé dans notre société. Cette lutte, notamment concernant l'égalité et puis les inégalités de salaire dans la fonction publique, c'est quelque chose qui a été reconnu comme étant systémique. Donc, nous devons lutter contre toute forme de racisme. Nous devons aller à la source. À la Ville de Montréal, comme l'a mentionné Madame la mairesse, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis en place au cours des dernières années, mais également même avant cela. Nous avons une charte incroyable des droits et responsabilités de Montréal et qu'on va mettre à jour, effectivement. Ça démontre à quel point que, comme société, nous devons évoluer avec la réalité. Nous devons nous assurer que lorsqu'il y a des actions tangibles à mettre, il faut le faire. Nous avons une politique d'interpellation concernant la police de Montréal. Elle va être bonifiée, nous l'espérons évidemment, avec plusieurs recommandations qui ont été faites par la Commission de sécurité publique. Nous devons nous assurer de sensibiliser à la source des problématiques. Beaucoup plus de sensibilisation à travers nos différentes instances et services, à travers notre société, que ce soit à nos enfants dans les écoles. Et nous devons nous assurer que justement, on va à la source de ces préjugés. Parce que si on peut trouver et on peut justement combattre ces préjugés, cette ignorance, ces inconnus, on va aller de l'avant pour justement combattre et on va pouvoir prévenir beaucoup plus que remédier à la problématique. Ce n'est pas une lutte évidente, c'est une lutte multifactorielle, il y a beaucoup d'éléments et c'est seulement ensemble, à travers les différentes paliers du gouvernement, que nous allons pouvoir nous combattre et lutter et voir des gains. Et il faut justement monter la barre haute, parce que c'est trop facile de se taper collectivement sur le dos pour dire qu'on est mieux que d'autres, on est mieux que d'autres dans la société. Ce n'est pas la société dans laquelle je veux vivre. Moi, je veux être la meilleure et la première. Donc, j'aspire à une société
où on n'aura pas besoin d'une semaine comme laquelle on doit avoir. Je donc félicite tous les organisateurs pour justement nous rappeler, nous tenir à cette exigence collective pour qu'on puisse justement aller de l'avant. Je vais terminer en citant une citation d'Elie Wiesel que je pense qui est très pertinente. L'action est le seul remède à l'indifférence. Le danger le plus insidieux de tous, l'indifférence. Si on pense que cela ne nous affecte pas, peut-être on ne va pas réagir. Le racisme, les inégalités, ça nous affecte tous individuellement, même si on n'est pas la cible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Pérez. J'aimerais maintenant inviter Madame Marie Hannaberg, vice-présidente du Conseil, vice-présidente des femmes autochtones du Québec, à prendre la parole. Sego Wagwego, Mari Mary Hannaberg Yunjits. My name is Mary Hannaberg. I'm a member of the Mohawk Nation of Kanesatake, and I'm also the vice president of Quebec Native Women, an organization that defends and promotes the rights of Indigenous people here in Canada and also in Quebec. So I want to say that I'm really very, very proud to be a part of this discussion, very important discussion with people who are gathering with the spirit of changing things. I want to, commend Valerie Plante, Mayor Valerie Plante, for the work she has done. I believe, and what I'm hearing is that things are starting to develop. We're really starting at the base. I know there's some changes that have been made in the inner city. I used to live there in Tiohtià:ke and in Montreal. I'm now living in the community. I want to say that it's important to continue with this. It's very important because as an Indigenous woman living here, I speak English. I don't speak my language. I'm trying to learn. That was done through assimilation, removed, and also oppressed. So I have to relearn my language, the Kanien'kehá:ka language. So I'm in the process of doing that. I speak English, and I also live in a province that is majority francophone. Je parle le français, je m'exprime en français. J'ai appris beaucoup des cours pour apprendre le français, but I express myself in the second language, which would be English. But when I go out into the province and into the public, I have difficulty, not only as an Indigenous person to have my rights respected and my gender respected, but I also have the difficulty in having the language that I speak respected. So there's a big issue there with the language. But I also want to bring back the importance of the systemic racism in all levels. And it's unfortunate that it's only Quebec that doesn't recognize that this exists in this province. As an Indigenous person, I give testimony that it does, from witnessing and going through and living my experience through the Oka crisis. Big example, the rock throwing over the Mercier Bridge, where people got killed. So I don't want to go back and stay there, but I want to tell you that what is happening across Canada, not only here in Quebec, the racism and the systemic racism and all the various forms, we have to snuff that out. We have to put that out. We have to extinguish that, because we are losing our sisters, our children, our boys and our men at an alarming rate. And it comes and stems from the form of these attitudes of indifference at every level, whether it be the LGBTQ, the women, but an alarming rate of missing and murdered Indigenous women. I would like to say that we have charters. We have the Canadian Charter, the Quebec Charter, you have the United Nations, you have everything that others have mentioned before. They're there, they're existing, and the application needs to be applied. However, it takes an open spirit. If you have a closed spirit and you're not open, or you're not open-minded to this, it's going to be difficult to break through these barriers and to apply and approach that to find a solution and a remedy.
to this disease that is creeping in our society. And you know how you tell how well and healthy a society is doing? It's by the elders, and it's the children and the women. We have an alarming rate of femicide. It's starting to go up, violence against women. So we need to look and address this. And it starts, you know, and not tokenism. I'm not talking about tokenism. And I don't want to take any shots at Valerie Plante. You know, she named, they had a street name, and that's great because it's teaching our young people, look, you know, they acknowledge, but we have to go much more deeper. We have to go into the institutions, the laws, the policy, and we have to make them apply. And not just when you feel like it and when it serves your financial need. The people who are standing up for the rights to protect the waters and the land, they will give their life. We need to protect that. They are one with the environment. So these are things that need to have, and I'm speaking specifically to Minister Charette because he's the Minister of Climatic Change and Environment. Women are water carriers. They are the water protectors. And you will see this more and more. So we need to put an end to the systemic racism. We need to see the institutions addressing and adopting these action plans. And the method and approach is only going to depend, and it only will succeed on the openness and the open-mindedness of those who are carrying it forward. Joyce Echaquan gave us something to go with. She was crying out to change and to have help. She gave her life. And, you know, I just want to stay at that it really touched our lives and it really opened. Now other people are going to start to be feeling empowered. We need to continue to weed this out. We need to continue to stop. And, you know, I think altogether, if we have the right spirit and we have the right heart and the right mind, and not for political agendas, we will make a difference. But we need to work for the right reasons. And it's all life-saving. We have children that are coming up. All our grandchildren are coming up. What kind of a society do we want to leave that to them? Do we want to lead them something like the images of Oka? The images of what's happening in Barrier Lake or out in BC? No, we don't want that. Missing and murdered Indigenous women, no more. No more stolen sisters. And we need to work all together because what we do here today, even if it's at a micro level, can grow. And I really believe that Valerie Plante has done a great work in the city that needs to expand in all and in the institutions and maybe seep through to some people's mind and spirit that are closed, to be open enough to say, hey, you know, maybe there's something here that we can work with. You know, you don't want to voice that there's systemic racism. That's your choice. You have a freedom to choose or not. But when you're in leadership, you have to do what's right for the majority of the people. And we are all living in this universe. We are all living on this planet. It's not only a certain part. It's not only a certain people. We were all here. We are all here. And I'd like to say, I want to thank the person who acknowledged that you're on Kanien'kehá:ka territory. The person that took the time to acknowledge that they are on our territory. The Kanien'kehá:ka people, unceded territory, Mohawk territory. I want to welcome you all and thank you so much for having us participate. Quebec Native Women is an organization that lobbies for the rights and to empower women, but also to better their lives. And you know, our organization was built because there was discrimination towards women. And we had to fight in this province, and we had to fight throughout Canada to get that recognition. And we have our place, but we need to work all together. And I want to thank you for inviting me here today. Nyawagoa. Thank you very much for this testimony, Ms. Hanneberg. I would like now to invite, j'aimerais inviter maintenant Monsieur Souleymane Guissé, président du Conseil interculturel de Montréal, à prendre la parole.
Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup, Madame Hamburg, pour cette intervention poignante. Je me dis, que dire de plus? Qu'est-ce qu'on a ajouté après cette intervention-là? Ben, moi, je dirais tout simplement ce qui a été dit, c'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action. C'est le temps, je pense que tout a été dit, les mots ont été nommés. Maintenant, il faut agir. Et quand je dis ça, effectivement, je n'ai pas pris le temps de remercier les dignitaires, Madame la mairesse, parce que tout simplement, comme vous l'avez compris, le discours est poignant, donc il faut aller à l'action. Donc, comme je l'ai dit, quand j'écoute ce discours-là, ça me rappelle tout simplement les activités contributives citoyennes qu'on a initiées, donc auxquelles on a participé, donc le Conseil interculturel, je veux dire, dans le cadre donc de la consultation publique du racisme, de la lutte contre, consultation publique de la lutte contre le racisme systémique à Montréal, hein, dans le champ de compétences de la ville, ça c'est important aussi à souligner. Et on retrouvait les mêmes discours en fait. C'était des citoyens, le Conseil interculturel est arrivé dans dans les quartiers multiethniques de Montréal et on notait ces mêmes discours-là et c'est avec cette intensité-là. Et ça donc nous a amené en fait à dire que c'est le temps de l'action. Mais aussi on a constaté quoi? Le manque de confiance des citoyens vis-à-vis finalement du système en fait. Et donc, cet éloignement-là de finalement ce gouffre qui s'est installé et donc qu'il faut agir très vite avant qu'il ne soit trop tard. Et puis donc, c'est pour ça, comme le CPM, on avait donc recommandé la reconnaissance donc du racisme systémique qui va au-delà du symbolique. C'est très important, mais aussi la nomination d'une personne commissaire donc à la lutte au racisme, donc Mme Boshra Manaï, que je connais très bien. Donc, tout ça dit pour dire qu'il reste beaucoup de choses à faire. Donc, comme l'a dit M. Pérez, oui, c'est multifactoriel, mais j'ajouterais aussi c'est multidimensionnel et c'est perpétuel aussi, malheureusement. Donc, il faut donc agir vite. Maintenant, comment agir? Moi, je pense au niveau de la ville de Montréal, donc je parle en tant que représentant du président du Conseil interculturel de Montréal. On l'a dit dans notre avis sur la politique interculturelle, il faut d'abord une vision structurante, transversale et intégrée donc de la question donc de la diversité ethnoculturelle. Une fois que cette vision-là est faite, aussi on l'a dit, on le voit donc le manque de confiance, la représentativité. Au niveau des populations, donc il y a cette envie-là de parler, de participer. Je sais que la participation citoyenne est un enjeu, donc il y a cette envie-là de participer. Mais comment participer? Est-ce que la ville ne s'est pas éloignée de ses citoyens? Oui, on l'a noté aussi. Donc il faut revoir donc aussi les méthodes de participation citoyenne. Donc, finalement, nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut que, quand on parle de représentativité, c'est important, représentativité au niveau de l'emploi. Et je pense que pour Boshra, c'est quand même des dimensions, en tout cas, un des enjeux aussi qu'il faudra traiter parce qu'on voit que, donc, au niveau de l'emploi, les citoyens, en tout cas, ne se sentaient pas représentés, ne sentaient pas que les fonctionnaires qui étaient à la ville étaient à l'image des citoyens de la ville, mais aussi au niveau des partis politiques, donc là, que ce soit opposition et parti donc au pouvoir, que ce soit représentatif de la diversité montréalaise. Et puis donc, quand on parle de Montréal, on parlera finalement, je ne vais pas être trop long, comme je l'ai dit après le discours qui a été fait juste avant moi, donc c'est d'être une ville leader, c'est-à-dire être une ville exemplaire au niveau donc, du Québec et du Canada et du monde pour inspirer, mais aussi être une ville exemplaire et une ville inclusive. Et donc, quand on parle d'inclusion, ce n'est pas simplement des mots vains, c'est vraiment des mots qui vont chercher la reconnaissance de l'autre, qui vont chercher aussi, on parle de la semaine d'action contre le racisme, on parle de lutter contre le racisme à l'ère du numérique, donc c'est reconnaître les injustices qui ont été subies donc, au cours de l'histoire, donc la dimension historique à côté de la dimension intersectionnelle sont les deux principales, pour nous en tout cas au Conseil interculturel, dimensions sur lesquelles il faut s'appuyer aussi pour cette lutte donc, contre le racisme systémique. Et à l'ère du numérique, moi je dirais qu'aussi il faut un arsenal judiciaire fort parce que tout simplement le numérique, les médias sociaux sont devenus un espace donc, de non-droit. Il faudrait agir, donc ça je pense que c'est un message lancé à l'endroit de nos élus et de nos autorités. Donc, je ne vais pas, donc, sans plus tarder, c'est ça que j'avais à vous dire. Donc, je vous dirai donc bonne semaine d'action contre le racisme. Merci beaucoup, M. Voltaire et Mme Laouni. Merci tout le monde. Donc, bonne journée. Merci beaucoup, M. Guissé. J'invite maintenant M. Franz Voltaire, président de la SAC,
ainsi que Mme Samira Laouni, coordonnatrice de la SAC, a présenté la programmation de la 22e édition de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Le syndicat qui est l'organisme qui organise cet événement, depuis 1984, avait organisé la première réflexion autour du thème ethnicité, racisme et société. À l'époque, nous étions plus préoccupés des formes de discrimination qui touchaient les populations noires et les populations autochtones. Mais nous avions abordé dès cette époque la question des discriminations qui touchaient l'ensemble de nos sociétés. Et en ce sens, il y a 22 ans, donc alors je disais qu'il y a 22 ans, nous, avec Alix Laurent, qui est le fondateur de la SAC, il était question d'organiser une semaine de réflexion, mais une semaine aussi pour souligner l'ensemble des actions prises dans cette lutte contre le racisme. Et pour nous, ce qui était important, c'était à la fois de questionner un discours qui est dominant depuis plus de 500 ans. Il faut le rappeler encore une fois que le racisme est lié, du moins dans notre continent, à l'existence de l'esclavage. Le racisme est lié à la discrimination contre les autochtones, c'est-à-dire c'est la rencontre à partir de 1492 dans une Espagne qui va être une Espagne d'exclusion à la fois des communautés juives, à la fois des arabo-musulmans, mais aussi dans sa rencontre avec l'autre, elle va mettre en place, l'Occident va mettre en place un certain nombre de mécanismes, de discours d'exclusion. Prendre la forme religieuse au départ, prendra la forme pseudo-scientifique avec Buffon et Linné, et on ira jusqu'à organiser des zoos humains pour bien montrer l'inhumanité à la fois des autochtones, qui étaient aussi exhibés dans ces zoos humains, à la fois des Noirs, et cela aboutira aussi dans ces discours d'exclusion, je pense que M. Pérez le rappelait tout à l'heure, à ce qu'une société aussi avancée que l'Allemagne mettra en pratique une extermination massive des communautés juives. Donc on se rend compte que la question du racisme n'est pas simplement une question d'éducation, elle est certes aussi une question d'éducation, mais elle est essentiellement une question de pouvoir. Elle est essentiellement liée au fait qu'un groupe dominant ait pu imposer un contrôle et ait pu déshumaniser une partie de l'humanité. Jean-Paul Sartre rappelait que dans les années 50, l'humanité était divisée entre 500 millions de citoyens et 1,5 milliard d'indigènes, qu'on a construit des systèmes pour exclure les gens. Aujourd'hui, face à la fois ce que nous pouvons percevoir comme une des plus grandes menaces pour l'humanité, c'est-à-dire le changement climatique, face à des pandémies qui vont se développer probablement. Cette pandémie est peut-être la moins létale de toutes les pandémies qui nous menacent, qu'il va falloir aujourd'hui mettre en avant la solidarité sur des formes de conflit, qu'il va falloir aujourd'hui penser à une forme de coopération. Et cela nous ramène à des vieilles traditions autochtones, de ce chef autochtone qui disait, eh bien, le jour où on aura détruit les arbres, le jour où on aura détruit la planète, on se rendra compte qu'on ne pourra pas manger ni l'or, ni le diamant. Il va donc falloir penser à des formes nouvelles. Et en ce sens, Montréal peut être un exemple, parce que Montréal, comme toutes les grandes villes, peut privilégier la diversité qui est une richesse pour toutes les villes et voir dans cette diversité un élément rassembleur, et que la diversité n'est pas source simplement de conflit, elle est aussi source de coopération. Donc je pense qu'effectivement, une semaine d'action contre le racisme a sa nécessité, et nous l'avons pendant ces 22 ans cultivé pour montrer qu'effectivement
juifs, musulmans, noirs, asiatiques pouvaient collaborer ensemble avec les autochtones et avec tous les autres groupes de la diversité pour montrer, et ce qui est très important, après ces événements George Floyd, après ces événements de Black Lives Matter, eh bien montrer qu'il était nécessaire de collaborer ensemble, qu'il était nécessaire d'avoir une autre vision du monde, parce que nous sommes tous concernés et nous savons tous qu'il n'existe qu'une seule race humaine et qu'il faut mettre fin à ce qui a été dominant pendant ces 500 dernières années, c'est-à-dire une pensée qui a voulu hiérarchiser les êtres humains et qui a voulu classer les êtres humains. Et aujourd'hui, nous savons tous que notre avenir, elle sera collective ou elle ne sera pas. Merci encore. Je laisse le soin à Mme Samira Laouni de présenter notre programmation de cette année. Merci beaucoup, Monsieur Voltaire. Je viens d'apprendre que Madame la mairesse Valérie Plante va devoir nous quitter, donc je la remercie infiniment pour sa présence. Et puis, bon, elle partira quand elle devra partir, mais on la remercie d'avance. Donc, je tiens aussi tout d'abord à remercier nos commanditaires qui, sans eux, la SACRE ne saurait exister. Et je nomme ici Patrimoine Canada, le ministère de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration, la Ville de Montréal et la CSN. Nos partenaires en tant qu'ambassadeurs de la SACRE, le Conseil interculturel de Montréal, la CDPDJ, l'INRS, le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, Logique et le Cabaret de la diversité de Rimouski. Nos partenaires de travail, Paradesign Communication en la personne de Ruben Parades et Rédaction sur mesure en la personne de Denista Hristova. Nos bénévoles qui savent faire à rendre cette 22e édition possible malgré la pandémie. Je tiens aussi à souligner le fidèle engagement de M. Franz Voltaire, président de la SACRE, qui continue à lutter avec acharnement contre les diverses discriminations dans notre société. Il est impossible de mesurer la détermination qu'il lui faut pour mettre en œuvre en cette année de pandémie la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Rappelons-nous, le 11 mars 2020, boum, la pandémie est décrétée. Tout est arrêté, stop. Alors que depuis l'automne 2019, nous préparions la 21e édition de la SACRE, nous avons dû nous mettre sur pause. Année horrible, plus de 10 500 Québécois et Québécoises en sont morts. Le pire, c'est que nombre d'entre eux sont morts sans leur famille. Sont-ils morts seuls? Heureusement, souvent des préposés originaires d'ailleurs et d'ici les accompagnaient dans leur dernier voyage. Beaucoup de ces accompagnateurs ont payé de leur santé, parfois même de leur vie. Ces actes extrêmes de solidarité humaine. Or, on a appris que la régularisation de leur statut, promise à des anges gardiens, arrivait d'ailleurs, tardait terriblement au Québec. Seulement 3 étaient réglés. 3 dossiers étaient réglés. Toute l'édition 2020 était fin prête. Que faire? Après y avoir réfléchi, nous avons réalisé que la thématique prévue était on ne peut plus appropriée. Comment répondre au racisme à l'ère du numérique? En effet, la polarisation des débats, aggravée par les médias sociaux, est plus virulente que jamais, comme l'a mentionné aussi M. Charette. Or, nous n'arriverons jamais à l'égalité des chances si nous nous retranchons dans des camps, si nous hiérarchisons les discriminations, dont le résultat est systématiquement le même, c'est l'atteinte à la dignité humaine. Malheureusement, la SACRE continue à être pertinente et M. Pérez a mentionné qu'il serait heureux qu'il n'y ait plus cette semaine, mais malheureusement, elle est toujours pertinente. Il y a des disparités évidentes, bien mesurées à Montréal, où on a établi une corrélation entre la propagation de la COVID et le niveau de revenus, la qualité des logements et la présence de personnes minorisées visibles. On connaissait déjà l'écart quant à l'espérance de vie entre l'ouest et l'est de Montréal.
Les rapports décrivant diverses discriminations systémiques se sont amoncelés, rappelant le racisme et discrimination systémique dans les compétences de la ville de Montréal, de l'Office de consultation publique de Montréal, le rapport Harmonie Assaoui-Mulon de la SPVM, celui de la CDPDJ sur les actes haineux à caractère xénophobe, notamment islamophobe, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, le rapport vient sur la commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics pour mettre en œuvre les 25 mesures proposées dans le rapport du groupe d'action contre le racisme du gouvernement du Québec, comme l'a bien mentionné M. Charette encore une fois, le racisme au Québec, tolérance zéro. Donc, M. Charette a été nommé comme ministre responsable de la lutte contre le racisme. On aurait évidemment souhaité qu'il n'ait que cette mission. Aussi, peut-être est-il le premier à déplorer qu'aucun financement neuf n'ait accompagné cette nomination. Et oui, presque toutes les activités sont virtuelles, pandémie oblige. Vous pouvez suivre la SACRE sur la page Facebook SACRE. Nous espérons que la qualité des activités offertes suscitera votre intérêt. Je peux vous dire qu'il y a des activités aussi bien au Saguenay, au Fjord, à Québec, à Sherbrooke, à Rimouski, à Rouyn-Noranda, au Gatineau, Montréal. Donc, il y en a de partout, il y en a vraiment à tous les goûts. Il y aurait des activités artistiques, des expositions virtuelles, des conférences, des ateliers, des tables rondes. Donc, nous vous invitons, il y a suffisamment d'activités pour y trouver son compte. Nous espérons que la qualité des activités, comme je vous dis, offertes suscitera votre intérêt, suffisamment pour vaincre l'allergie au Zoom. En effet, les liens Zoom sont déjà établis dans le site sacre.ca. En cas de difficulté pour nous joindre, vous pouvez composer info@sacre.ca et nous pourrons vous aider à aller dans les différentes activités de la SACRE. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre disponibilité, pour votre temps et je vous souhaite une très bonne semaine de réflexion, de sensibilisation, de solidarité pour qu'on puisse vivre dans un Québec où le racisme n'aura plus sa place. Merci. Merci beaucoup. Donc là, nous désirons vous présenter des vidéos de courts témoignages de jeunes concernant la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Plusieurs jeunes de nos écoles ont accepté de témoigner contre ce fléau, de dénoncer les actes de racisme qu'ils auront vus, entendus ou vécus. Vous aussi, vous pouvez changer les choses. Nous vous invitons donc à aller sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces actes de racisme dans nos écoles, car vous avez le pouvoir de changer cette situation. Je m'appelle Khadijatou et j'ai 13 ans. Je m'appelle Abdul et j'ai 13 ans. Je m'appelle Anas, j'ai 12 ans et je voudrais vous parler de la discrimination et du racisme. Un jour, avant de rentrer à l'école, j'étais dans la cour d'école justement, et puis il y avait quelqu'un qui a cassé quelque chose. Il a appelé un Chinois et il lui a dit « Viens faire ta job ». Je me suis dit « Quelle bande d'idiots ». C'est vraiment discriminatoire, et puis ça le sent pas, mais ça peut faire sentir l'autre personne mal aussi. Pourquoi est-ce que tu vas parler de lui dépendant de ses origines? Parle de lui dépendant de son caractère, d'autres choses. Pourquoi ses origines? Moi, je fais partie du programme des cadets et j'étais acceptée pour un camp d'été de 10 jours. Je suis allée là-bas, je me suis fait des amis et tout. Et il y a un gars qui m'a incité de nègre une fois. Et au début, j'allais vraiment mal réagir, mais comme je me suis remis en question, je me suis dit ça sert à rien parce que ils valent rien ces personnes-là. Donc moi, pour pas avoir de problème, je suis partie et le gars est venu me donner un coup de poing dans le dos. Donc là, je me suis battu avec lui. Et là, il est allé porter plainte et j'ai eu 3 rapports de camp et lui, il n'a rien eu parce qu'il a dit qu'il s'est fait victimiser. J'étais allée au travail de ma mère et il y avait une dame, une cliente qui est venue et la personne qui devait s'occuper d'elle, c'était une femme voilée. Mais la dame ne voulait pas qu'elle s'occupe d'elle. Sa collègue lui a demandé pourquoi vous lui traitez ainsi. Et la madame a répondu en disant qu'elle n'aimait pas les personnes voilées et qu'elle ne voulait pas qu'une meurtrière prend soin de elle. Et à la fin, la madame, elle a craché sur
la collègue. Et pendant une semaine, la femme voilée n'était plus venue au travail parce qu'elle était encore sous le choc de ce qui s'était passé. Je me suis sentie indignée quand j'ai vu ça parce qu'on se dit « Pourquoi est-ce que tu parles de lui comme ça ?» Ça va faire en sorte de mettre tous les Chinois dans un seul paquet. Autrement dit, c'est un stéréotype. Je me suis sentie mal, triste aussi parce que genre, je ne l'ai pas provoqué, j'ai rien fait, puis c'est moi qui ai les conséquences, lui n'a rien. J'étais fâchée et en même temps j'étais triste parce que je remarque souvent que, comme par exemple, je suis musulmane moi aussi, mais les gens s'attaquent seulement sur les gens qui sont voilés, qui montrent plus d'aspects de leur religion. La madame, elle voyait que le voile et non la personne qui est derrière le voile. Sérieusement, pour éviter tout ça, il faudrait qu'on se connaisse mieux. Avant de critiquer quelqu'un, aller parler avec lui un peu, le connaître plus. Au lieu de dire des trucs sans vraiment le savoir, il ferait mieux de s'informer avant d'agir parce que ce qu'on dit peut blesser les personnes et à la fin, c'est sûr qu'on le regrette. Je pense qu'il faudrait éduquer les gens, les ignorants, parce que les gens qui sont racistes, c'est parce soit qu'ils sont ignorants, soit ils n'ont pas été à l'école, ils ne connaissent pas les autres cultures, alors ils critiquent sans savoir. Je comprends que la madame se fâche, qu'elle n'aime pas les musulmans, mais elle pourrait le formuler d'une autre façon. Et au lieu de dire des trucs qui ne sont pas vrais, elle pourrait se renseigner avant de parler. Donc le but principal, c'est vraiment d'éduquer les gens. Pour moi, le racisme, c'est l'ignorance. Ma solution contre le racisme, c'est qu'il y ait moins d'ignorance. On m'a déjà dit, combattre le racisme, c'est défendre ses droits et ses valeurs. C'est à vous maintenant de témoigner grâce à l'un de nos 3 hashtags. Vous partagez le tout sur notre page Facebook. Vous faites partie du changement. Merci beaucoup pour cette vidéo. On arrive alors à la fin de ce lancement de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Je voudrais donc prendre un moment pour remercier de nouveau la présence de nos dignitaires. Je remercie également nos bénévoles, nos organisateurs et nos partenaires. Nous espérons que la qualité des activités offertes suscitera votre intérêt et de vous voir parmi nous durant cette semaine. Et merci encore d'avoir été parmi nous en ce lancement de la 22e édition de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Merci. Au revoir.